الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble le chapitre numéro un, module système asservi numérique. On va commencer par la modélisation des signaux et systèmes discrets et ou échantillonnés. Comme toujours, on commence par l'introduction. Nous avons que l'utilisation des calculateurs numériques utilisés en temps réel pour commander, piloter, guider des procédés ou bien des systèmes physiques qui, par essence, sont le plus souvent continus à donner naissance aux systèmes commandés, échantillonnés de type discret et numérique. On commence par rappeler quelques notions fondamentales, à savoir, donc toujours, c'est quoi un système? Un système, tout simplement, c'est un ensemble organisé dans un but fixé qui a une entrée et une sortie. C'est quoi un signal? C'est une grandeur physique générée par un appareil ou traduite par un capteur en distinguant en particulier les signaux d'entrée et les signaux de sortie. C'est quoi un système de commande? Un système de commande présente les paramètres suivants. Nous avons la consigne, des actions de commande, des paramètres à commander et des perturbations. Donc, l'entrée du système de commande, ce sont les ordres. La sortie, ce sont les actions de commande. Passe à travers un système à commander avec accompagné de perturbations pour arriver à la fin à des paramètres à commander. Le but toujours d'un système de contrôle, c'est atteindre le but, c'est la consigne bien sûr, quel que soit l'effet des perturbations extérieures. Toujours l'entrée d'une réflexion, quels sont les objectifs avec des observations. Ça sera la sortie, passe à travers une action, puis à travers un système physique accompagné de perturbations. On arrive à la fin à la réalité. Le schéma fonctionnel est donné par la figure suivante. Donc, vous avez un sommateur à l'entrée. La sortie, ça sera, passe à travers un régulateur, après, à travers une chaîne de puissance, passe à travers un process. Nous avons une boucle de retour qui contient un capteur. Donc, on appelle ça une chaîne de contre-réaction de faible puissance. La sortie, toujours, c'est Y. Donc, on appelle C, c'est la consigne. E, c'est l'écart de régulation ou bien erreur. U, c'est le signal de commande. Y, ce sont les variables de sortie ou variables à régler ou mesurer. Z, les perturbations. M, les grandeurs physiques à la sortie du capteur. Donc, vous avez la consigne. M, c'est grandeurs physiques à la sortie du capteur. E, l'écart de régulation. U, signal de commande. Y, signal de sortie. Z, les perturbations. Donc, vous avez un régulateur analogique qui passe à travers un process. La chaîne de retour, nous avons le capteur et un transmetteur. On appelle ça les éléments d'une régulation analogique ou bien continue. La commande par calculateur au processeur d'un processé nécessite la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments. Nous avons un système de commande passe à travers un convertisseur, le signal passe à travers un convertisseur analogique numérique, passe à travers un process. Sur la boucle de retour, nous avons le capteur transmetteur et on fait l'opération inverse, le passage conversion analogique et numérique. CANA, c'est le convertisseur numérique analogique. Le CAN, c'est le convertisseur analogique numérique. Donc ça, ce sont les éléments d'une régulation, cette fois-ci numérique. Quel est l'intérêt de la commande numérique? La commande analogique est apparue en 1840. Elle est encore très utilisée. Ses limitations sont résumées qu'ensuite. Nous avons des transmissions sensibles au bruit, précision faible, programmation des algorithmes peu flexibles, pardon. Leur temps de réponse est lent, difficulté de mise en œuvre des algorithmes de commande avancés avec le retour d'état des observateurs, etc. La commande numérique utilisée depuis 1959, la souplesse d'utilisation du calculateur machine programmable à la place d'un correcteur analogique machine câblée est remarquable. On passe aux avantages et inconvénients. On va commencer par les inconvénients. Donc, nous avons un temps de calcul en temps réel, la nécessité de convertisseurs numériques analogiques et convertisseurs analogiques numériques
car les actionneurs, la plupart sont analogiques. Le temps réel difficile à mettre en œuvre, donc le temps de calcul des paramètres de réglage doit être inférieur au temps de réponse des éléments de la boucle. Les avantages, nous avons une transmission peu sensible au bruit, élaboration de consignes sous forme de programme, nous avons un calcul optimal des paramètres de réglage, la gestion des alarmes, la commande embarquée, nous avons une programmation simple des actions P, PI et PID, la programmation des commandes avancées, la flexibilité de la programmation permet de réaliser des correcteurs finis facilement ajustables et auto-ajustables. Ils ont fourni une grande précision, résout de problèmes de complexité. Nous avons un grand nombre de paramètres et augmentent les rendements, améliorent les performances, etc. Bien sûr, avec un faible coût et performance supérieure. Maintenant, on va parler du rôle de calculateur. Le calculateur peut être un microprocesseur, un ordinateur, un microcalculateur, etc. Il permet de calculer en fonction de l'algorithme des actions de commande vers l'actionneur via le convertisseur numérique analogique, enregistrer l'évolution des variables du procédé en temps réel, afficher le suivi du procédé, donc vous avez la gestion des alarmes et des consignes, aider l'opérateur pour la prise de décision en situation d'alarme. Comment on fait la mise en œuvre? Donc, vous avez l'entrée, ce sont des consignes discrétisées, passe à travers un calculateur numérique. Après, on fait la conversion du numérique analogique, un procédé continu, l'opération inverse de l'analogique vers le numérique. Donc, l'opération est assurée à travers des horloges. À la fin, on aura un modèle échantillonné avec une sortie discrétisée. La consigne est spécifiée numériquement. L'erreur consigne sortie discrétisée est traitée par un calculateur numérique. Ce calculateur va générer une séquence de nombres et à l'aide d'un convertisseur numérique analogique, cette séquence est convertie en un signal analogique qui est maintenu constant entre des instants réguliers par un bloqueur d'ordre zéro. L'ensemble convertisseur numérique analogique bloqueur d'ordre zéro est appelé échantillonneur bloqueur. Ces instants espacés régulièrement sont appelés instants d'échantillonnage et sont définis par une horloge de synchronisation. On va parler maintenant de l'échantillonnage, le découpage temporel de l'information et l'échantillonnage est certainement la caractéristique la plus importante de l'insertion des calculateurs dans la commande des process. Le terme échantillonné est réservé aux signaux système dans une variable au moins et l'objet d'une quantification temporelle. Le terme numérique est réservé aux signaux ou bien au système dont une variable au moins est l'objet d'une double quantification à la fois en temps et en amplitude. La quantification en amplitude est appelée codage. L'échantillonnage d'un signal temporel f de t consiste donc à transformer celui-ci en une suite discrète fnte de valeurs prises à des instants t égale à nte, n varie de 0 jusqu'à etc. TE, c'est la période d'échantillonnage. Toujours échantillonnage, un signal consiste à le prélever à des intervalles de temps réguliers pendant une durée très courte. Donc, l'entrée signal continu passe à travers un convertisseur analogique numérique avec échantillonnage. On obtient à la sortie un signal discret sous forme de suite d'échantillons. F étoile de t, c'est le signal f de t échantillonné aux instants nte. Il est défini par f étoile, c'est f de t par p de t, sachant que p de t, la fonction peigne de Dirac, est égale à la somme de Dirac de t moins nt, d'où la fonction échantillonnée f de t égale la somme de f nt par Dirac de t moins nt. Bien sûr, p de t, c'est la peigne de Dirac. Maintenant, on va parler de la quantification. Après avoir échantillonné, on quantifie l'amplitude du signal par un nombre fini de valeurs, codées en général en binaire. Les données sont représentées sur un calculateur dans un certain format. Quantifier un signal consiste à approximer sa valeur instantanée par la valeur discrète la plus proche. On commet donc une erreur. Un signal codé sur n bits prend 2 à la puissance n valeurs différentes. Donc, vous avez 8 bits, c'est-à-dire 256 valeurs.
pour la reconstruction à l'aide de convertisseurs analogiques, numériques analogiques et consiste à élaborer un signal analogique à partir d'une suite de nombres. La discrétisation convertisseur analogique numérique, c'est le découpage temporel du signal. Comment reconstituer un signal échantillonné bloqueur? Donc, il s'agit de reconstituer f de t à partir des échantillons FNTE. Cette reconstitution exige un lissage du signal échantillonné. Ceci est réalisé par un bloqueur d'ordre 0 de fonction de transfert B0 de P et le bloqueur d'ordre 0, le BOSE, qu'on va le noter, a pour action de maintenir constante et égale à FNTE l'amplitude de l'impulsion entre les instants NTE et N plus 1 TE. Donc, voici le schéma. Donc, vous avez un signal continué, passe à travers convertisseur numérique analogique. Donc, on aura avec la peignée de Dirac ce qu'on appelle le bloqueur d'ordre 0. On obtient une peignée de Dirac suite d'impulsion Dirac. Et ici, on obtient, donc là, c'est la multiplication, bien sûr, du signal continué avec la peignée de Dirac. On obtient un signal reconstruit. On va parler maintenant de théorème de Shannon. La fréquence d'échantillonnage doit être au moins égale au double de la fréquence du signal analogique. Si on se situait sous cette limite théorique, il y a perte d'informations dans le signal. Dans ce cas, il faut que la fréquence d'échantillonnage doit être supérieure à 2 fois la fréquence maximale. Le choix en pratique de la période d'échantillonnage. Il faut que la période d'échantillonnage ne doit pas être trop grande. Sinon, le calculateur pourra rater des informations importantes en provenance de la sortie ou commander trop peu, souvent le système. Courant, le risque de ne pas pouvoir rattraper des erreurs importantes et de déstabiliser le système assez. La période ne doit pas être trop petite aussi, toujours avec la période d'échantillonnage. Sinon, le calculateur consacre inutilement trop de temps au système qu'il pilote, le corrigeant par petits coups souvent répétés. On va prendre un exemple. Si vous avez oméga C la fréquence de coupure du système, alors la période d'échantillonnage TE sera TE compris entre 2π sur 18, la pulsation bien la pulsation de coupure est 2π sur 9 pulsations de coupure oméga C. Et la période d'échantillonnage, ça sera taux sur 9 et taux sur 4,5. On va prendre pour un système du premier ordre la forme K1 sur 1K divisé par 1 plus taux P. La fréquence de coupure haute, ça sera 1 sur 2π taux. La période d'échantillonnage compris entre taux sur 4 et taux. Pour un système du deuxième ordre, nous avons K divisé par 1 plus 2xi sur oméga n pi plus 1 sur oméga n au carré p au carré. La fréquence de coupure haute, donc ça sera oméga 1 sur 2pi pour xi égale à 0,7. La période divisée par oméga n doit être comprise entre 0,25 et 1,25. Nous avons une remarque. En pratique, prendre la fréquence d'échantillonnage 10 fois la fréquence du signal, pardon, donc la fréquence FE, ça sera 10 fois la fréquence maximale. On va s'arrêter ici. On termine dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, la suite, et on va commencer par la transformer en Z, et on va commencer par la transformer en Z d'un signal échantillon. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions, et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.